Bonjour à tous, merci d'être là. Nous allons commencer. Je voudrais d'abord remercier la communauté d'agglomération, la ville de Cholet pour l'organisation de cette belle manifestation qui est le carrefour de l'orientation. On va parler d'un certain nombre de choses qui sont consignées par des stands que vous pouvez retrouver sur le lieu du salon, au parc des expositions. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, c'est jusqu'à demain inclus. Alors nous savons que vous êtes en train de préparer pour la plupart d'entre vous soit un BTS, soit un DUT. Encore que le raisonnement pourrait s'étendre à ceux qui préparent une licence, notamment professionnelle, ou un bachelor. Bref, tout ce qui correspond à ce qu'on appelle la planète, la bande des formations supérieures professionnelles courtes. Alors on va rentrer dans les détails de ce qui peut se présenter ensuite. Je voudrais d'abord rappeler ce pourquoi c'est fondamentalement fait. C'est fait pour aller bosser. Donc il n'est pas étonnant qu'une partie d'entre vous ait comme projet de ne pas aller plus loin dans les études et d'aller vers le marché de l'emploi. Le but de la conférence n'est pas d'aborder cette question, encore que par les questions tout à l'heure que vous pourrez poser, rien ne nous interdit d'y revenir. Mais je voudrais simplement rappeler qu'en France aujourd'hui, après le DUT, on a encore 15% des élèves qui choisissent le marché de l'emploi tout de suite, alors qu'ils pourraient continuer s'ils le préféraient, et qu'après le BTS, c'est un peu plus, c'est 40%. On s'interrogera d'ailleurs sur cette différence statistique. Mais le fait est que depuis de nombreuses années, on a une tendance qui vous concerne, vous qui êtes dans ces filières, c'est l'allongement des études supérieures. Je vais peut-être vous surprendre, mais notre pays a signé un protocole il y a de ça quelques mois, un protocole international qui fixe à 50% d'une tranche d'âge le taux d'accès à Bac+3, c'est-à-dire au niveau licence ou bachelor. Ça veut dire que d'ici une vingtaine d'années, la moitié de la population française qui sera sur le marché de l'emploi aura ce niveau de formation, au moins. Donc ça explique en partie pourquoi vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir poursuivre. C'est que pour certains d'entre vous, vous prenez conscience de cette tendance et que vous vous dites qu'aujourd'hui, peut-être qu'un BTS DUT, c'est encore un diplôme relativement rare sur le marché, donc il y a de la valeur. Mais le temps passant, si tout le monde y accède, on a peut-être intérêt à pousser les feux un peu plus loin pour se protéger du risque de se retrouver en bas de gamme du niveau de formation. Alors ça, c'est une première explication qui est souvent entendue. C'est une tendance très générale à l'allongement de la durée des études, qui ne concerne d'ailleurs pas que la France. La plupart des pays européens sont soumis à la même tendance. Mais c'est également à tous les niveaux. Regardez la part des bacheliers professionnels, il y en a peut-être dans la salle, qui aujourd'hui ne vont pas vers le marché de l'emploi alors que c'est une formation faite pour ça, et qui rentrent dans l'enseignement supérieur, avec d'ailleurs les encouragements officiels du ministère qui les y incitent. Regardez le nombre de gens qui atteignent des licences pro, donc qui sont officiellement formatés pour aller vers le marché de l'emploi et qui décident de passer en master ou de bifurquer vers des grandes écoles. Et on pourrait multiplier les exemples. C'est poussons les feux le plus loin possible. Et en tant qu'étudiant, on n'est pas sur un raisonnement à l'américaine qui consiste à rentrer le plus vite possible, au contraire, sur le marché de l'emploi et à revenir vers les études après quelques années d'expérience. Les Américains aiment bien les Canadiens, les Australiens, enfin le monde anglo-saxon, avancer par étapes. Il est assez fréquent que vos camarades qui ont votre âge aux États-Unis, après le BBA, après le bachelor de premier cycle, donc après l'équivalent IUT des BTS chez eux, s'arrêtent en termes d'études, aillent vers le marché de l'emploi, accumulent quelques années d'expérience et reviennent à 30 ans pour faire un deuxième cycle. Chez nous, ça, c'est impensable. En tout cas, c'est très rare. La tendance en France est au contraire à être étudiant le plus loin possible. Et une fois qu'on en a terminé avec les études, on rentre dans la vie active et on ne revient pas faire des études. C'est donc un scénario, j'allais dire, assez culturel, que vous retrouvez d'ailleurs dans tous les pays latins. Alors les sociologues pourraient essayer de nous expliquer pourquoi il y a cette frontière selon la culture du pays, mais le fait est que vous avez tendance à vouloir d'abord faire des études le plus long possible. Bien.
Les facteurs explicatifs, et puis après on verra le champ du possible. Première chose, on vient de le voir, cette tendance à l'allongement de la durée des études. Bon, je n'y reviens pas. Deuxième facteur, vos diplômes sont mal positionnés sur le créneau international. Enfin, je dis les diplômes que vous préparez en ce moment. Je m'explique là-dessus. Vous le savez sans doute, depuis l'an 2000, alors vous étiez tout petit, hein, c'est il y a 16 ans, vous en avez 20, même pas 19, 18 pour certains. Donc vous étiez encore tout petit, mais il s'est passé une petite révolution dans l'enseignement supérieur français qui porte un nom, c'est le LMD. L comme licence, M comme master, D comme doctorat, que certains continuent de qualifier de 3-5-8, bac plus. 3 ans pour la licence, 2 ans de plus, donc 5 pour le master, 3 ans de plus, donc 8 pour le doctorat. Et cette architecture a été négociée et est devenue la façon d'organiser les études supérieures dans 178 pays du monde, dont toute l'Europe, donc y compris en France. Alors, pas de problème pour les formations qui étaient déjà positionnées à ces hauteurs-là. Mais vous comprenez bien que ça a posé un problème vis-à-vis des BTS et des DUT, qui ne sont pas à Bac plus 3, mais à Bac plus 2. Alors, sur le marché français, des études supérieures comme de l'emploi, je vais vulgairement dire les choses, on s'en fout de la différence Bac plus 2 plus 3. Le patronat continue d'apprécier ces formations et d'embaucher les Bac plus 2 BTS DUT comme auparavant, c'est-à-dire avec une certaine volonté. C'est un secteur porteur, plus ou moins selon la spécialité, c'est vrai, et plus ou moins selon votre disponibilité quant à la mobilité géographique. Mais grosso modo, le patronat français continue de faire confiance à ces diplômes. Mais dès que vous franchissez nos frontières, ça devient un problème. Parce que dans les conventions collectives internationales, les formations de niveau Bac plus 2, on ne connaît plus. Et donc les diplômes ne sont pas reconnus. Et donc pour se protéger de ce risque, de plus en plus d'élèves de BTS DUT se disent il faut que j'aille chercher le Bac plus 3 quelque part. Et le Bac plus 3, c'est une prolongation d'études d'1 an, bien entendu. Par exemple en licence professionnelle ou en dernière année d'un programme bachelor. Et c'est une tendance de plus en plus forte, qui d'ailleurs ne va pas s'en poser un problème, et là je le dis pour les professeurs qui sont ici présents et qui accompagnent votre présence, combien de temps encore les BTS et les DUT sous le format actuel? De plus en plus de personnes travaillent sur un scénario de passage systématique à 3 ans. Ce qui est déjà en place d'ailleurs sur certaines de ces formations, sous forme d'une année complémentaire post-BTS par exemple, ou post-DUT, ou des bachelors. Mais on va vers, probablement, l'extinction du format Bac plus 2 au profit du format Bac plus 3. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on n'est pas obligé de suivre cette tendance internationale? Alors non, on n'est pas obligé. Mais c'est vous faire courir un risque de mal positionnement sur le marché de l'emploi international. Or aujourd'hui, les emplois tendent à s'internationaliser de plus en plus fortement. Je regardais une enquête de la conférence des directeurs d'IUT, datant de peu, elle date de 2014, et elle nous disait que dès la sortie des IUT, pour ceux qui optent pour le marché de l'emploi, donc à peu près 15%, la moitié des emplois s'offrent à l'international. La moitié. Et ce taux tend à augmenter. Or, de plus en plus d'entre vous sont donc destinés à faire une activité professionnelle hors de nos frontières nationales, ce qui est très bien. Sauf que si on en reste au format Bac plus 2, dans les conventions collectives, on ne connaît pas quand on va en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, au Canada, etc. On ne connaît pas. Le Bac plus 2 n'existe pas. Donc, ceux qui ont compris ce risque se disent il me faut au moins une année de plus pour aller vers le créneau Bac plus 3. C'est une autre explication de la tendance à l'allongement des études pour les gens qui sont dans le BTS DUT. Troisième explication.
vous avez devant vous une offre de formation extrêmement attractive et très généreuse et très large. Jamais il n'y a eu autant de possibilités de prolongation d'études qu'aujourd'hui. Alors listons-les, et vous allez voir qu'il y a de quoi faire. Côté université, les licences professionnelles, 2000 dans le secteur tertiaire, 1600 dans le secteur industriel et scientifique, 3005, qui accueillent assez généreusement, mais pas totalement, les demandeurs issus de vos 2 diplômes. Le principe d'une licence pro, c'est un principe simple. On a affaire à une formation très spécialisée, bien pointue, souvent à ancrage d'emploi local ou régional, donc qui attire notamment ceux qui n'ont pas envie de trop partir loin après leurs études. Et le principe, c'est, j'y admets 2 catégories d'élèves. D'une part, ceux qui sortent de BTS DUT et qui ont envie de se spécialiser sur un créneau conforme à leur commencement de spécialisation, mais qui leur permet d'avoir plus de pointu. Je vous donne un exemple. Il existe à l'IUT de Nantes une possibilité, après le DUT génie biologique, de se spécialiser en viticulture. Ça a évidemment un lien avec le génie biologique. Mais on va vers du pointu. Et du coup, on fait un parcours bac plus 2 plus 1 pour sortir avec le niveau licence. Des scénarios comme ça, encore une fois, il y en a 3500 possibles, y compris dans votre région, bien entendu. Je signale d'ailleurs que si les spécialités qui vous intéressent sont ailleurs, vous avez parfaitement le droit d'être candidat. Il n'y a pas d'obligation de ne demander que les formations proposées par les établissements de proximité. Un Niçois peut demander à venir ici faire son IUT à Cholet. Quelqu'un de Cholet peut demander à faire ça à Nice si ça lui chante. Et si on l'accepte, car il y a évidemment sélection à l'entrée. On reviendra sur la sélection. Vous avez un autre secteur d'études qui, de tradition, est assez attractif, mais ne va pas sans poser des problèmes un petit peu différents, c'est celui des grandes écoles. Beaucoup de grandes écoles, qu'il s'agisse d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de communication, d'écoles de commerce et management, d'écoles de tourisme, d'écoles d'hôtellerie, d'écoles de tout ce que vous voulez, proposent à des gens comme vous des procédures d'admission, comme ils disent, parallèles. C'est-à-dire non conformes à la tradition du recrutement dit normal. Je m'explique. Prenez un exemple comme, je ne sais pas moi, l'École supérieure de commerce de La Rochelle. Normalement, pour y rentrer, dans son programme grande école, on sort d'une classe préparatoire. Donc, ce n'est pas pour vous. Sauf que ça peut être pour vous. Comme ça peut être pour vous, pour 200 écoles d'ingénieurs, 70 écoles de commerce, une cinquantaine d'écoles de tourisme, etc., etc. Donc, il y a un gros créneau là. Le principe est le suivant. Normalement, si je veux rentrer à l'École supérieure de commerce de La Rochelle, par exemple, je fais 2 ans de prépa économique et commerciale. Quand vous étiez en terminale, vous aviez la possibilité de les demander. Peut-être que certains l'ont fait d'ailleurs. Peut-être que certains n'y pensaient pas. Bon. Peut-être que certains regrettent de ne pas l'avoir fait. Une deuxième chance vous est tendue. Le principal des entrants dans ces écoles sort de classe préparatoire. Très bien. Mais il y aura toujours un contingent de places réservé pour des élèves qui viennent d'ailleurs que de classe préparatoire. Et qui viennent notamment soit de BTS, soit de DUT. Cette vision des choses est la suivante. Je réserve un contingent, par exemple chez nous à La Rochelle, 120 places, 40 sont réservées de cette façon-là, un tiers. Et donc on propose une procédure d'admission spécifique à ces élèves-là. Ce ne sont pas les mêmes épreuves de concours que pour ceux qui sortent de classe préparatoire. Ce sont des épreuves adaptées à ces profils, donc plus dans vos cordes. Et si vous réussissiez les épreuves, vous intégrez la grande école, où vous retrouvez ceux qui sont sortis de classe préparatoire, et on constate que les taux de réussite pour l'accès au diplôme final sont les mêmes pour les 2 populations. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de sous-élèves et de surélèves selon qu'ils sortent ou pas de prépa. Il y a de plus en plus d'élèves de BTS DUT qui regardent de ce côté-là.
ça ne va pas sans poser un problème pour certaines écoles de financement des études. Je vais vous donner l'exemple de Subdeco La Rochelle, c'est tout de même 9 000 € par an. Il y a pire, hein. Il y a moins cher aussi. C'est un critère de repérage qu'il vous appartient de prendre en compte. Ne faites pas le coup que font trop d'élèves chaque année, ils s'épuisent à préparer un concours, ils le réussissent à la sueur de leur front, on applaudit très fort, et puis ils aperçoivent trop tard que ça coûte 12 000, 13 000 € par an et qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller, et donc ils renoncent. Faute de s'être informés sur cette réalité. Bon, vous êtes pour la plupart dans des établissements gratuits, ou pas très chers quand vous êtes dans des établissements sous contrat d'association avec l'État. Là, on est dans un domaine où ça peut friser des sommes rondelettes qui demandent une réflexion familiale avant de s'engager. Alors, petite information, il y a moyen de ne rien payer. Alors, ce n'est pas en mettant la main dans la caisse, hein, bien entendu. C'est tout simplement en faisant ce genre de parcours par l'alternance. Je reprends mon exemple de l'École supérieure de commerce de La Rochelle. Ça coûte 9 000 € par an, mais un tiers des élèves étant apprentis, et préparant le même diplôme que les autres, hein, c'est-à-dire un master à Bac plus 5, sont exonérés des droits de scolarité, ils ne payent rien, mais rien de rien. Et en plus, 820 € par mois de salaire d'apprenti, 12 mois sur 12. Alors il y a des contreparties, hein, en échange de ce beau cadeau, il y a des choses à faire, mais quand même. Je le signale en passant, le privé cher ne peut être gratuit si vous organisez votre scolarité par l'alternance. En tout cas, c'est un deuxième secteur qui vous intéresse, les grandes écoles. Et puis il y en a un troisième, qui est moins connu, mais qui se développe fortement, c'est celui des formations de niveau Bac plus 3, autres que les licences. Et je nomme par cela ce qu'on appelle un bachelor. On a de plus en plus d'élèves sortant de BTS et de DUT qui rentrent en troisième année d'un bachelor. Je rappelle ce qu'est un bachelor. En durée d'études, c'est 3 ans après le bac. Donc avec un BTS DUT, vous sollicitez l'admission en troisième année. Bien entendu, la greffe ne prendra bien que si vous avez une candidature qui porte sur un bachelor conforme à la spécialité de votre BTS ou de votre DUT. Là aussi peut se poser le problème du financement, car là aussi ce sont des formations souvent privées, mais qui correspondent aux mêmes caractéristiques que celles que je viens de dire pour les grandes écoles privées, avec possibilité d'alternance, de gratuité, etc. Voilà les 3 grands secteurs qui vous attirent. Et à partir des formations Bac plus 3, tout est possible pour aller jusqu'à Bac plus 5. Alors, il ne faut pas y aller pour le simple plaisir de faire des années d'études en plus et de retarder le moment du passage à la vie active. J'aime pas d'ailleurs cette expression vie active, comme si les lycéens et les étudiants n'avaient pas de vie active. Je préfère dire vie professionnelle. Mais le vaste champ qui vous conduirait à du Bac plus 5 s'ouvre à partir du Bac plus 3. Toujours pareil, mon architecture LMD, licence, Bac plus 3, master, Bac plus 5, doctorat, Bac plus 8. Il y a évidemment des ponts qui existent entre, d'une part, une licence, qu'elle soit générale ou professionnelle, et les deuxièmes cycles master. Quand vous entrez dans les grandes écoles, par définition, ça conduit à un diplôme de niveau master. Alors arrêtons-nous là-dessus. On se repositionne, je suis en 2e année de BTS DUT, et pour des tas de raisons, j'opte pour la voie qui me conduit à une licence professionnelle ou à un bachelor 3e année. Donc j'entre dans un circuit qui va me conduire, pour le moment, à du Bac plus 3. Positionnement intermédiaire, mais conforme aux réalités du marché de l'emploi international. J'ai une préférence pour y aller comme ça, très bien. Je suis pris, après des procédures de sélection dont nous allons parler, et j'arrive donc à mon diplôme de niveau licence, professionnelle ou générale d'ailleurs, car on a le droit d'être candidat pour une licence générale après un BTS DUT, ou la 3e année de bachelor. Et de nouveau se pose la question qui se pose pour vous cette année, c'est est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue? Je peux m'arrêter là, en termes d'études, et considérer que j'ai atteint mon objectif, Bac plus 3,
C'est du professionnel, je vise le marché du travail. Formule qui est le cas d'une partie de vos choix. Mais il y a l'autre formule qui consiste à se dire, puisque ça a marché jusque-là, je vais continuer. Je vais essayer de continuer. Et donc, je vais m'inscrire dans une logique qui me conduit à Bac+5, le grade de master. Ça peut se faire en milieu universitaire, ça peut se faire en grande école. Alors, le milieu universitaire d'abord. Tout élève qui parvient à la licence, y compris la licence pro, a le droit de se porter candidat pour entrer en cycle master. Alors sachez que depuis 1 an, donc c'est assez récent et donc tout le monde n'est pas au courant dans vos familles ni chez les profs du secondaire, d'autres le sont, la sélection qui n'avait pas lieu à l'entrée en première année de master est désormais imposée. Donc le passage de 3e année de licence à une première année de master est désormais sélectif, sur dossier. Donc tout le monde n'aura pas le master de ses rêves. Mais c'est un droit que de tenter sa chance. Et beaucoup seront pris. Et on fera un parcours de 2 ans jusqu'au grade de master. Du côté des grandes écoles, même scénario. Là, de nouveau, je peux me retrouver devant ce qu'on appelle des procédures d'admission parallèles, c'est-à-dire hors système classique. On a vu tout à l'heure, BTS DUT me permet de rejoindre la première année d'un programme grande école qui se situe en 3e année des études supérieures, où je retrouve ceux qui sortent de classe préparatoire si je viens de BTS ou de DUT. Là, je suis 1 an devant. Donc j'ai déjà atteint le niveau de la première année du programme grande école. Puisqu'une grande école, c'est Bac+2 plus 3. Comment est-ce que je peux rejoindre cette grande école? Eh bien, je la rejoins en 2e année, c'est-à-dire en 4e année des études supérieures, puisque je rajoute les 2 années de BTS DUT. Et il y a de nouveau des épreuves de sélection pour ça. Et si je réussis ces épreuves et que j'intègre l'école, je retrouve ceux qui sortent de première année et je fais les 2 dernières années jusqu'au bout. Cas de figure assez fréquents. Alors, un mot sur la possibilité de faire tout ça à l'international. Je disais tout à l'heure que l'une des explications, c'est que vous êtes de plus en plus sapé par un marché de l'emploi qui se conjugue à l'international et que par voie de conséquence, l'architecture LMD, avec un premier grade à Bac+3 et non pas à Bac+2, se fait ressentir comme porteuse de problèmes si on a vocation pour travailler dans un pays étranger de la France. Donc, on est sur des scénarios qui poussent à aller au moins jusqu'à Bac+3. Mais tout ça peut se faire en dehors de notre frontière. On a des élèves de BTS DUT qui, pour leur 3e année bachelor, par exemple, optent pour des universités britanniques, américaines, anglaises, allemandes, italiennes, espagnoles, etc. On n'est pas obligé de le faire qu'en France. Votre diplôme Bac+2 aura été reconnu comme équivalent 2e année de licence et vous permettra, si vous le souhaitez, de tenter de vous faire admettre dans une université étrangère. Vous aurez le même scénario après un Bac+3. Là aussi, il est parfaitement possible, ayant atteint le grade de licence, qui sera un équivalent bachelor dans le monde anglo-saxon, de rejoindre une formation de niveau master dans une université d'un autre pays. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, vos diplômes vous donnent une reconnaissance européenne à 95%. Et dans la plupart des pays du monde, c'est pareil. Et donc vous autorise à envisager de faire vos 2e, 3e cycles d'études à l'étranger. Sauf qu'il va y avoir des conditions. La première, évidemment, c'est que vous soyez demandeur. Et personne ne vous y force. La deuxième, c'est que si vous êtes demandeur, vous fassiez la preuve de votre capacité à suivre le film en version originale sans aucun sous-titrage. Donc vous allez subir des tests d'aptitude en langue. Et si vous les ratez, vous êtes interdit. Nous faisons la même chose en France pour les étudiants venant de pays non francophones et désireux de faire des études supérieures en France. Par exemple,
Si vous souhaitez partir en Amérique du Nord faire un 3e cycle ou un 2e cycle, vous aurez à passer ce qu'on appelle le Test of English as a Foreign Language, et qui le rate est interdit d'études aux États-Unis. C'est aussi bête que ça. Ça veut dire qu'il y a évidemment un avantage pour ceux d'entre vous qui sont bons en langue. Or, c'est très inégal en BTS-DUT, ce bon en langue. D'abord parce que d'un BTS à un autre, d'un DUT à un autre, le poids des enseignements de langue est très différent. Parfois, il n'y en a qu'une, parfois il y en a deux, parfois c'est 3 heures par semaine, parfois c'est à peine 1 heure, parfois c'est 5 heures. À la sortie, c'est pas pareil. Et ensuite, et surtout, parce que de toute façon, cette préparation des tests va vous demander un travail de préparation préalable, qui peut se faire d'ailleurs seul dans son salon avec Internet. On n'est pas obligé de suivre des cours pour autant. Ça se fait plutôt bien. Ce sont des systèmes de formation en ligne qui sont totalement gratuits, organisés par les ambassades des pays étrangers. Si ça vous tente, pourquoi pas. Mais vous devez vous attendre quand même à une forte exigence de connaissance dans la langue du pays. Alors, soyons un peu plus précis. Si vous choisissez d'aller faire ça en Islande, on ne va pas vous demander de passer un test en islandais. On va vous demander de le faire en anglais. Alors ça, c'est une chose assez surprenante. J'ai préparé un BTS commerce international, je veux faire un bachelor de management international dans un pays dont la langue est rare, je ne sais pas moi, la Russie, l'Islande, la Norvège. Est-ce que je dois m'attendre à être obligé de parler le russe, l'islandais, le norvégien? Non, pas du tout. Les cours se font en anglais. Et donc vous avez de plus en plus de formations installées dans divers pays, y compris en France, qui sont intégralement faites en anglais. Je peux vous dire qu'à l'ESC La Rochelle, nous avons une partie de nos élèves, 40, qui suivent la version full English de la première à la dernière année, et quand ils rentrent dans une salle de classe, la langue française est interdite. Tout se fait en anglais, avec d'ailleurs la moitié des étudiants venant de pays anglophones. Bon, c'est un choix qu'on n'est pas obligé de faire, mais que l'on peut de plus en plus faire. Alors le problème, c'est que tout ça, c'est tentant. Vous êtes de facto de plus en plus nombreux à frapper à ces portes-là, mais il y a des conditions. Alors la première, je viens de la définir, je n'y reviens pas, c'est la condition de capacité linguistique pour ceux qui partiront à l'étranger, mais pour ceux qui restent en France, il n'y a pas de problème de langue. Mais il y a un autre problème, c'est la sélection. Sauf dans le cas de ceux qui atteignent le DCG, le diplôme de comptabilité-gestion, qui sont automatiquement ayant droit au passage en 4e année du DSCG, du diplôme supérieur de comptabilité-gestion, mais ça c'est ni un BTS ni un DUT, donc je passe vite. Dans tous les autres cas, le passage en année supérieure est soumis à la réussite à des épreuves de sélection. Alors plusieurs systèmes, comme d'ailleurs il y en avait plusieurs quand vous étiez en terminale, ce sont les mêmes d'ailleurs, mais à un autre niveau. Premier système, la sélection sur dossier. Il y a en général plus de candidats que de places, donc on n'en prend qu'une partie, et le tri se fait sur la qualité d'un dossier de présentation de votre parcours de formation antérieur. Par exemple, si vous voulez rentrer en licence professionnelle, vous n'aurez pas à préparer des épreuves de concours, il n'y en a pas. Vous aurez à préparer un dossier de candidature dans lequel devront figurer tous vos bulletins de notes et d'appréciation sur les 2 premières années du BTS et du DUT. Souvent, il y aura une lettre de motivation à prévoir. Parfois, un test d'aptitude en langue en plus, si la filière que vous demandez le nécessite. Et le tri se fait là-dessus. Alors, avantage, inconvénient. L'avantage de la formule, c'est qu'on ne se prend pas la tête avec un programme à réviser comme quand c'est un concours. Inconvénient, on est évalué sur la qualité de son parcours depuis l'entrée en première année, donc les dés sont déjà jetés. Aucune chance de me rattraper si mon parcours est médiocre. Alors qu'avec un concours, peut-être. Donc à vous de voir quelle est la bonne formule, mais pour le passage en licence pro, vous n'avez pas le choix, c'est la sélection sur dossier qui s'impose à vous. Faites quelque chose de très particulier, ne sacrifiez pas la préparation de la lettre de motivation, et puis peut-être, certains établissements l'exigent, de l'entretien de motivation.
Alors, je voudrais m'arrêter un petit peu là-dessus. Il me semble normal qu'on vous demande pourquoi vous voulez rentrer dans ces filières. Donc vous devez préparer une réponse, et une réponse, j'allais dire, crédible. C'est d'autant plus normal que vos diplômes vous permettraient de faire autrement, puisqu'ils sont professionnels et qu'ils sont susceptibles de vous conduire au marché de l'emploi. Donc un élève qui décide de prolonger, première question que se pose le jury, pourquoi voulez-vous prolonger? Qu'est-ce que vous venez chercher avec une troisième année? Ou troisième, quatrième, cinquième, si vous optez pour une grande école. Ils sont d'autant plus en droit de vous le demander que c'est quand même une question qu'ils se posent. Donc il va falloir que vous prépariez un argumentaire que vous aurez à exposer par écrit ou par oral, parfois les deux, à des moments différents, sur pourquoi je veux prolonger mes études. Il y a une deuxième fonction de l'entretien ou de la lettre de motivation. On va vous demander aussi comment vous voyez votre avenir professionnel. Et vous ne pourrez pas dire « je n'ai que 20 ans, pour l'instant j'en sais rien », parce qu'ils vont se dire tout de suite « ouh là là, celui-ci, il risque, s'il est admis chez nous, de se trouver en situation de déception une fois après parce qu'il n'est pas très motivé, et donc de nous lâcher ». Donc priorité à ceux qui savent. Il est normal, semble-t-il, que si vous frappez à la porte d'une licence professionnelle animation des gestions de ski, animation et gestion des stations de ski de haute montagne, ça existe. Et si vous sortez du DUT carrière sociale, qui est une des formations qui permettent de se présenter à cette licence pro, il est normal qu'on se demande ce que vous voulez foutre dans ces genres de métiers. Et vous ne pouvez pas leur dire « je n'en sais rien pour le moment ». Ce genre de candidat, ils ne le recrutent pas. Donc il va falloir que vous prépariez un double argumentaire. Pourquoi j'ai voulu prolonger mes études chez vous, par ailleurs, chez vous? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre formation qui m'attire? Et puis, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire à la sortie? Sachant que qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, ça peut être une prolongation d'études, ça peut être un métier. Ça, c'est pour les formations qui recrutent sur dossier. C'est essentiellement le cas des filières universitaires. Dans les écoles, donc les programmes grande école de deuxième cycle, on préfère recruter sur concours. Pareil d'ailleurs pour l'admission en troisième année de bachelor. Bon, ben là le principe est tout à fait différent. On ne va pas s'intéresser à la qualité de votre parcours de formation en BTS DUT. On estime que du moment où vous avez réussi le diplôme, ben les preuves sont faites. On va par contre vous convoquer pour passer des épreuves de concours. On va vous noter, on va vous classer. S'il y a 120 places et que vous êtes 600 candidats, on prendra les 120 premiers. Et tous les candidats auront à préparer un programme dans les matières du concours. Donc avant de vous inscrire, regardez quelles sont les épreuves qui vous attendent. Je prends un exemple, celui des écoles d'ingénieurs. Certaines écoles d'ingénieurs exigent 2 langues étrangères au concours, d'autres une seule. Si vous avez des lacunes en deuxième langue vivante étrangère, prenez les épreuves des écoles qui n'en demandent qu'une. Ne vous mettez pas sur des concours qui en exigent 2 parce que vous allez échouer le concours. Vous ne rattraperez pas les points perdus. Si vous êtes en BTS commercial ou gestion ou tourisme ou tout ce que vous voulez et que vous ambitionnez d'entrer dans une école de commerce et management, il y a une épreuve de maths. En quoi consiste le programme? Est-ce que c'est très théorique? Est-ce que c'est plutôt concret? Est-ce qu'il y a des stats? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et selon le niveau requis en maths, peut-être que vous allez trouver celui des concours qui est le plus à votre portée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas 2 formations qui ont exactement les mêmes épreuves et les mêmes programmes à réviser. Donc l'une des clés du choix, c'est quand même de regarder sur quelle modalité on fait le tri à l'entrée et de choisir des épreuves qui sont le plus possible à votre portée. Et de nouveau, on va s'intéresser à votre projet professionnel et aux raisons pour lesquelles vous êtes candidat pour l'entrée dans ces filières. Alors là, ça prend rarement la forme d'une lettre de motivation, c'est souvent un entretien de motivation devant un jury, composé de 2, 3, 4, 5 personnes, c'est selon. Mais le principe est le même que pour la lettre de motivation. Le principe, c'est de se demander pourquoi vous voulez rentrer chez eux et qu'est-ce que vous voulez faire de cette formation à la sortie. Alors, une question que je n'ai pas traitée, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un comme vous
qui est en train de se préparer à réussir un diplôme qui le conduit vers un marché de l'emploi sans aucune difficulté, pour peu qu'il soit pas trop regardant sur le lieu, à vouloir poursuivre les études pour aller vers l'inconnu. Qu'est-ce qui peut vous pousser à faire ça? Alors on a vu une série de facteurs tout à l'heure, mais il y en a un autre que j'ai volontairement gardé pour la fin. À la sortie des formations courtes ou longues, le jeu n'est pas le même. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que votre souci, ce soit d'entrer dans ce qu'on appelle le secteur de la grande distribution. Voilà. Pour ça, on peut y rentrer avec un CAP, on peut y rentrer avec un bac pro, on peut y rentrer avec un BTS Management des unités commerciales ou NRC, voire commerce international, on peut y rentrer avec un DUT Tech de Co, on peut y rentrer avec un bachelor commercial, mais on peut aussi y rentrer en sortant de Sup de Co La Rochelle, ou d'Ancia Nantes, etc. Ou avec un master de management et de commerce, bon, on peut y rentrer à tous les niveaux. Si je décide d'y aller avec un simple BTS DUT, ça veut dire que j'opte pour un niveau de responsabilité intermédiaire, pas supérieur, intermédiaire. Ça veut dire qu'en termes de responsabilité, de niveau de salaire et de carrière, il y a mieux. J'entre dans le marché de l'emploi, mais à un niveau plus humble, qui normalement d'ailleurs est celui d'une responsabilité de niveau chef de rayon avec un BTS DUT. Si ma prétention, si mon ambition, si ma perspective, c'est d'entrer avec un statut cadre, et de me livrer à des activités supérieures, capable de me propulser vers un rang de dirigeant plus tard, alors je ne peux pas me contenter d'un BTS DUT, parce que ça sera très difficile à atteindre ça. En tout cas, je ne peux pas y aller tout de suite, et même si j'attaque par un autre niveau, je ne suis pas sûr d'y arriver un jour. La promotion interne, ça passe ou ça passe pas. Donc si mon ambition, c'est celle d'un statut de positionnement supérieur, par exemple dans l'industrie, le statut d'ingénieur et pas uniquement le statut de technicien supérieur, à ce moment-là, je n'ai pas le choix. Il faut que je gravisse l'échelle des formations en allant vers un diplôme qui me permet d'espérer cela tout de suite. Le bac plus 5. Si je veux rentrer sur le marché de l'emploi dans la grande distribution avec un statut cadre, il vaut mieux sortir de Sup de Co que de sortir avec un BTS. Le Sup de Co peut avoir ce statut dès le départ, ou le gagnera très vite après quelques années d'expérience s'il fait un travail intermédiaire préalable. Le BTS DUT a très peu de chances de l'obtenir tout de suite, et encore moins de chances de l'obtenir plus tard. Donc ce qui est en jeu, bien sûr, c'est la durée de vos études. Mais je vais dire pompeusement, c'est aussi votre ambition. À quel niveau la placez-vous? Alors, ce n'est pas honteux que de se dire, j'ai une ambition humble, j'attaque le marché de l'emploi tout de suite, sans complexe, parce que je ne veux pas me prendre la tête avec encore 2, 3 années d'études supérieures. Pour gens relativement pressés d'aller vers leur autonomie financière et une vie sociale qui ne dépend pas toujours de papa-maman, les BTS DUT, ça peut suffire. Mais si mon entrée dans la vie professionnelle et ma carrière future, je la vois, je dirais, à haut niveau de responsabilité professionnelle, mais aussi au niveau de salaire, alors je n'ai pas le choix, je ne peux pas m'en contenter. Et l'enjeu, il est principalement là. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, dans le cadre d'un salon, un élève qui me disait avoir comme vocation de devenir militaire de carrière. Bon, ben, il en faut. Je vous signale d'ailleurs que toute l'armée est présente sur le salon pour ceux que ça intéresse. Et il me raconte, ça se passe à Poitiers, qu'il a l'intention de frapper à la porte d'une école militaire qui est à Saint-Mexan. C'est à mi-chemin entre Poitiers et La Rochelle. Je lui dis, donc, jeune homme, vous avez décidé de devenir sous-officier. Il me dit, ah non, je veux être officier. Je lui dis, mais vous plaisantez. C'est une formation courte
c'est du bac plus 3. Vous ne serez jamais officier. Et c'est pas honteux, il en faut des sous-officiers. Mais si vous voulez devenir officier, il faut faire une école à durée plus longue, il faut faire du 5 ans. C'est-à-dire qu'à partir de l'actuelle formation que vous avez, qui est à bac plus 3, il faut continuer. Si vous vous arrêtez là, vous aurez accès à une carrière militaire, certes, mais en tant que sous-officier, c'est-à-dire personnel de qualification intermédiaire, pas supérieur, intermédiaire. C'est un choix qu'on peut faire, mais il faut être conscient que c'est le choix que l'on fait si on ne va pas plus loin. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut forcément poursuivre. Mais il faut être conscient des limites du fait de ne pas poursuivre. Alors, dernière chose, avant que je vous passe la parole, pour les deuxièmes années, il faut vous décider vite. Je vous signale que certains établissements ont déjà fait passer leurs épreuves de concours. Aujourd'hui, on est à peine fin janvier et il y a des lieux où vous ne pouvez déjà plus demander à entrer. Et ça va se précipiter à partir de la rentrée des vacances prochaines. Donc en gros, au-delà de la mi-février, le calendrier d'inscription possible se restreigne fortement. Et il faut d'autant plus vous décider vite que si vous frappez à la porte d'une formation qui recrute sur concours, il y aura un programme à réviser et qu'il faudra bien entendu que vous prépariez à l'avance en ayant du temps pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est une première contrainte importante. La deuxième contrainte, c'est la suivante. Avant de vous inscrire, regardez bien quel est le statut de l'établissement et le statut du diplôme à la sortie. Ça peut vous paraître superflu, mais il y a des bachelors bidons, il y a des bachelors sérieux. Il y a des soi-disant grandes écoles et de vraies grandes écoles. Il y a des licences sans emploi à la sortie, il y a des licences fortement porteuses. Et vous seriez impardonnable de vous planter sur vos choix parce que toutes les informations sont publiées, on les a, il suffit d'être un peu curieux et d'aller les chercher. Surtout à l'époque Internet où tout est accessible à l'écran. Et notamment, je pose la question des établissements privés hors contrat. Il y en a beaucoup dans le secteur des écoles de commerce, des écoles tertiaires au sens large, de tourisme, d'hôtellerie, de communication, etc. Mais aussi du côté de certaines formations de type bachelor. Est-ce que l'établissement dans lequel vous allez entrer est reconnu par l'État ou pas ? Selon la réponse, ce n'est pas la même chose à la sortie. Par exemple, si vous êtes boursier et que vous entrez dans une école non reconnue par l'État, vous perdez automatiquement votre bourse. Ça peut ne pas compter pour vous, mais ça peut compter pour d'autres. Et puis si vous avez une velléité à la sortie de présenter un concours d'entrée dans une carrière administrative, que ce soit pour l'État, que ce soit pour une collectivité territoriale, que ce soit pour la fonction hospitalière, vous n'aurez le droit à vous présenter au concours que si votre diplôme est visé par l'État. S'il ne l'est pas, vous êtes interdit de candidature. Et puis je pourrais multiplier les exemples de ces gens qui sont allés chercher des diplômes et puis qui ensuite s'aperçoivent que comme ils ne sont pas reconnus, ils ne peuvent pas poursuivre, alors qu'ils auraient aimé le faire. Alors faites très attention à ces labels, la reconnaissance de l'État notamment, qui vous donne une garantie de sérieux et de qualité que vous ne rencontrez pas partout. Alors ça ne veut pas dire, parce que ce n'est pas si simple que ça, que les établissements non reconnus par l'État sont forcément médiocres. Ça veut dire simplement qu'ils n'ont pas été reconnus académiquement et que donc on prend plus de risques. Donc à minimum, renseignez-vous avant. Ils sont devenus quoi les diplômés de cette école ? Ils travaillent à quel niveau ? Ils gagnent combien quelques années après ? Combien sont encore au chômage ? Et quand on vous dit qu'ils sont sur le marché de l'emploi, vérifiez des choses toutes bêtes. Est-ce qu'ils sont embauchés à leur niveau de responsabilité ou est-ce qu'ils ont été déqualifiés au départ ? Vous savez, quand une école annonce qu'elle a 95% de placement dans les 3 mois qui suivent la sortie de l'école, mais qu'en grattant, vous vous apercevez qu'alors qu'ils ont fait une formation de niveau Bac plus 5, ils sont employés par des entreprises qui leur ont donné des responsabilités de simple BTS DUT, c'est pas pareil que s'ils sont embauchés avec le statut cadre ou ingénieur. Et pourtant, dans les deux cas, ils sortent à Bac plus 5. Donc il y a Bac plus 5 et Bac plus 5.
Bac plus 3 et Bac plus 3, Bac plus 2 et Bac plus 2. Ce n'est pas la même chose selon l'établissement dont on sort. L'offre de formation est nationale. Vous en avez un certain nombre qui sont dans votre région, mais toutes les spécialités n'existent pas partout. Si vous êtes intéressé, par exemple, par le phénomène bachelor, et que vous attirent les carrières de l'hôtellerie et du tourisme, il y a des lieux où il y a des lieux où il n'y a pas. Moi, mon conseil, c'est que vous ne choisissiez pas une formation uniquement parce qu'elle est de proximité, et parce que son contenu et les débouchés professionnels qu'elle offre vous intéressent véritablement. On a sur Subdeco de La Rochelle une centaine d'étudiants qui viennent de votre département. Ils auraient pu choisir des formations comparables plus proches. Sauf que pour les spécialités qu'ils recherchaient, ils se sont dit, ça vaut peut-être le coup de faire 200 km de plus et d'aller les chercher à La Rochelle ou à Lorient ou à Paris ou à Bordeaux. Tout n'existe pas partout. Vous ne trouverez pas partout dans un rayon de kilomètres faible toutes les formations qui pourraient vous intéresser. Parfois ce sera le cas, parfois ça ne le sera pas. Moi, mon encouragement, c'est à vous dire, jouez la mobilité, vous jouez trop gros, vous jouez 50 ans de vie active derrière, pour vous laisser piéger par la facilité qui consiste à ne prendre que des établissements proches, en ne tenant pas compte de la réalité des débouchés professionnels qu'ils offrent à la sortie. Il y a des gens de Paris qui ont intérêt à venir à Cholet. Il y a des gens de Cholet qui ont intérêt à partir sur Paris. Ça se passe comme ça. Vous êtes devant une mobilité forte, nationale et même internationale. Alors une dernière chose, statistiquement. Sur 100 BTS qui demandent la poursuite des études, je suis sûr que vous ne connaissez pas le taux de réussite. 75% obtiennent une troisième année quelque part. Ce qui est un bon score. Et sur 100 DUT, c'est 85. Alors je me suis souvent interrogé sur pourquoi les DUT ont-ils l'air de plus facilement prolonger les études que les BTS. Alors il y a une explication que je vous livre, qui ne va peut-être pas vous plaire, mais qui est une explication réelle. Le DUT, par rapport au BTS, est une formation plus polyvalente. Le BTS est une formation plus spécialisée. Exemple typique, il y a un seul DUT commercial, TechDeco. Il y en a 4 dans ce secteur, spécialisés dans 4 domaines différents en BTS. Commerce international, MUC, NRC et technico-commercial. Ces 4 BTS sont fusionnés en une seule formation en TechDeco. Du coup, les DUT ont une culture générale plus large et une culture du milieu professionnel plus large. Et il semblerait que dans les épreuves de sélection pour le passage, notamment dans les grandes écoles, ce soit un avantage. Cela dit, il y a quelques BTS qui ressemblent à ça. C'est Géo, commerce international, génie biologique, génie mécanique, qui sont des plateformes très larges. De toute façon, il vaut mieux être un bon BTS qu'un moyen bachelier, qu'un moyen DUT pour la poursuite des études. Parce que dans les deux cas, on préférera toujours le meilleur venant de n'importe laquelle de ces deux filières. Donc si ça vous intéresse, ayez confiance, les portes sont largement ouvertes. Mais si ça ne vous intéresse pas, n'ayez pas de complexe. Il y a une vie professionnelle possible tout de suite après le BTS DUT si vous le préférez. Et à ce moment-là, faites confiance, si vous voulez progresser vers des statuts supérieurs, à ce qu'on appelle la promotion interne. On connaît tous des gens qui se sont arrêtés à Bac plus 2 ou à Bac, et qui ont ensuite tellement bien réussi leur vie professionnelle que leurs employeurs les ont propulsés à un statut cadre ou ingénieur sans qu'ils aient forcément les diplômes pour ça. Alors ça n'arrive évidemment pas à tout le monde, mais ça peut arriver. C'est ce qu'on appelle l'élévation au mérite. Bien, ce panorama présenté, il est presque 16 heures, on a passé 45 minutes. Je vous propose de répondre à vos questions, si vous en avez bien sûr. À vous, pour qui le souhaite.
Je vous entends pas là-haut. Ah bon. J'ai cru que c'était une question, non, c'était du grattage de tête. Profitez-en, hein. Bonjour à tous. Je voulais juste apporter une petite précision par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez parlé de l'alternance dans les grandes écoles, de l'alternance au niveau des bachelors, mais l'alternance existe aussi au niveau des licences professionnelles. Elle existe dans toutes les filières professionnelles qui s'offrent à vous, bien entendu. Et petite précision aussi, même si c'est vrai que c'est très important au niveau financier, l'alternance apporte un autre avantage, notamment pour les personnes, enfin les jeunes qui souhaiteraient aller soit après une licence professionnelle ou un bachelor, enfin après un niveau Bac+3 dans le monde du travail, c'est qu'ils acquièrent une expérience professionnelle supérieure à celle d'un stage, puisqu'ils sont complètement immergés dans une entreprise et qu'ils sont considérés comme salariés. Donc c'est aussi un autre avantage que je voulais préciser. Oui, et puis on peut multiplier les avantages, mais on peut aussi expliquer les inconvénients. Parce que c'est rarement uniquement des avantages, les choses. Alors tout ce qui vient d'être dit est parfaitement exact. Je vois un autre avantage professionnel, c'est qu'au-delà de l'expérience professionnelle acquise par son activité dans le milieu professionnel, c'est autant d'années de gagner par rapport à la retraite, hein, puisqu'on cotise bien plus tôt que les autres. Alors à votre âge, la retraite, on s'en fiche un peu. Vous serez bien content dans quelques années d'avoir gagné 2-3 années d'activité grâce à ça. Mais en contrepartie de tout ça, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que vous devez un temps de travail à un employeur. On ne vous fait pas cadeau des droits de scolarité et de ces 700 et quelques euros par mois de salaire uniquement pour vos beaux yeux. Suivre une formation par l'alternance, c'est d'abord signer un contrat de travail. Donc vous n'êtes plus étudiant, vous êtes salarié. Un contrat à durée déterminée, mais salarié. Ce qui veut dire que vous devez une partie de votre temps à un employeur chez qui vous devez bosser, en plus de la préparation de vos diplômes dans l'école qui vous forme. Et ce temps fait que par addition, c'est assez lourd. Tellement lourd qu'il y en a qui craquent. Donc les établissements un peu sérieux vous font faire d'abord une période d'essai pour voir si vous tenez le choc, et n'hésiteront pas à vous reverser sous statut étudiant si ça n'est pas le cas. En plus, le temps de travail dû à l'employeur en échange de ses avantages financiers et de ses avantages professionnels, c'est pas le temps de l'année scolaire uniquement, hein. C'est 47 semaines par an, ça y est, vous êtes salarié, terminez les congés scolaires. Donc pendant que les copains qui sont sous statut étudiant partent au ski, moi je bosse dans mon entreprise. Et si je n'y vais pas, je suis viré. Et l'année de salarié en France, c'est 47 semaines par an. Alors qu'une année scolaire normale, c'est de l'ordre de 32-33. Est-ce que vous êtes de taille à tenir le choc de cette double vie? Une vie d'étudiant à temps plein, plus une vie de salarié à, on va dire, en gros à mi-temps. Et ce, 47 semaines par an. La réponse est oui pour certains, non pour d'autres. Donc avant de vous lancer dans l'alternance, réfléchissez bien. C'est une superbe façon de faire, mais soyons clairs, qui n'est pas à la portée de tout le monde. J'ajoute, ce qui pour moi est un avantage, mais que certains considèrent comme un inconvénient, qu'il va falloir en plus, notamment du côté de l'employeur, vous livrer un exercice difficile, c'est que c'est à vous de trouver l'employeur. On ne vous le fournit pas. Et ça demande une recherche qui parfois s'étale sur des semaines et qui parfois aboutit au fait qu'on n'a pas trouvé. Alors privilégiez quand même les formations qui disposent d'un fichier d'anciens diplômés suffisamment ample pour vous faciliter la recherche. Et ça, c'est très inégal d'une formation à une autre. On sait quelles sont les formations qui ont ce type de choses, mais je ne veux pas faire trop de publicité pour certains secteurs plutôt que pour d'autres. Mais vous avez évidemment intérêt, si vous envisagez l'année prochaine une formation de ce type, je pense par exemple à une licence pro par l'alternance, à vous mettre tout de suite, là, maintenant, en quête de l'employeur. Parce qu'au plus le temps va passer, au moins il y aura de place à prendre.
Je continue d'ailleurs ce genre de raisonnement. Il y a des secteurs où c'est assez facile de trouver un contrat d'alternance. Pour peu que vous acceptiez de partir parfois à quelques kilomètres de chez vous. Par exemple, dans le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, on n'a pas trop de mal. Il y a d'autres secteurs qui, par contre, sont très difficiles à approcher parce qu'il y a tellement de diplômés au chômage qu'ils ne cherchent pas d'apprentis pour compenser leur absence. Et donc, selon la formation que vous allez viser, ça sera plus ou moins facile de trouver un employeur formateur. Mais je confirme, les avantages d'une formation par l'alternance l'emportent largement sur les inconvénients, mais étudiants à personnalité fragile, s'abstenir. Autre remarque aux questions, y compris d'ailleurs si vous avez envie de réagir à ce que je viens de dire. Comment on fait si on n'a pas l'alternance? Eh bien, vous faites la formation, s'ils vous acceptent, sous statut d'étudiant. Et bien sûr, la formation professionnelle existe quand même, mais elle ne prend pas la même façon. Au lieu de vous former dans le milieu professionnel accompagné par un tuteur, vous vous formez par des stages, par des intervenants professionnels dans le milieu scolaire. Vous serez de toute façon professionnalisé, puisque ce sont des formations professionnelles qui vous garantissent une qualification à la sortie et donc l'aptitude à aller travailler. Mais vous aurez moins donné dans la formation professionnelle, plus dans la formation scolaire. Ce qui, effectivement, a des conséquences en termes de facilité d'insertion professionnelle à la sortie. Moi, je vais ajouter un dernier avantage. Vous êtes un certain nombre, comme partout d'ailleurs, à en avoir un petit peu ras-le-bol de la façon traditionnelle de former. L'alternance, c'est une autre façon de concevoir les choses. Plus ouverte vers les réalités professionnelles, plus tournée vers les débouchés, plus concrète. Moi, je connais chaque année des élèves qui, sortant d'un enseignement qu'ils ne supportaient plus par son cadre purement scolaire, redécouvrent le plaisir d'apprendre par cette façon-là. Pour certains d'entre vous, c'est une vision tellement différente de la formation que vous y prendrez goût. Et vous aurez de nouveau envie de bosser pour acquérir des diplômes. Ça peut vraiment, pour certains d'entre vous, être une deuxième chance. Ah, est-ce qu'on peut, si on loupe le BTS DUT, passer en troisième année? Ça va être dur, mais ce n'est pas strictement impossible. Si la formation que vous visez n'est pas reconnue, pas officielle, pas académiquement labellisée, il est possible d'entrer en troisième année de quelque chose, même si vous ratez votre BTS DUT, mais ça sera pour aller vers des formations dont le titre n'est pas reconnu à la sortie. Enfin, pas reconnu académiquement, il sera toujours reconnu professionnellement, mais pas académiquement. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Autre question ? Je vois des bras qui se lèvent, mais je ne sais pas si c'est pour poser des questions ou pas, donc allez-y, prenez la parole dans ce cas-là. Les deux contrats. Alors oui, c'est vrai, il y a deux contrats d'alternance. Il n'y a pas que l'apprentissage. Il y a aussi le contrat de professionnalisation. Mais le système est exactement le même. La seule différence, enfin elle est importante, c'est que le temps dû à l'employeur est plus important dans le contrat de professionnalisation que dans le contrat d'alternance, d'apprentissage, pardon. Et que donc vous serez moins formé scolairement, plus professionnellement dans le premier cas que dans le deuxième. Mais ça n'empêchera qu'à la sortie, les épreuves d'examen seront les mêmes dans les deux cas, hein. Autre question ? Oui, mademoiselle, allez-y.
Alors, attendez, j'essaie de comprendre votre question. Vous parlez d'un BTS qui est de lequel? Non, là, par exemple, un BTS modélisme. Oui. Continuer les études après, mais faire, par exemple, un DMA, qui au final est aussi un bac+2. Qu'est-ce que ça peut apporter au niveau de l'emploi après aussi? Alors, il y a des gens qui passent des formations de deuxième année en plus d'une formation de deuxième année. Par exemple, il y a des gens qui, comme ce que vous suggérez, ont un diplôme bac+2 et prolongent les études par le passage en deuxième année d'un autre programme de 2 ans. C'est le cas du DMA, diplôme des métiers d'art. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus? Ça peut apporter une spécialisation, ça peut apporter une double compétence. Donc ça peut modifier le profil d'une façon utile pour l'accès au marché de l'emploi. Mais l'accumulation de 2 formations de niveau bac+2 ne donne pas du bac+4. Ça reste du niveau bac+2. Et donc ça maintient le problème du positionnement à l'international par rapport au bac+3. Pareil pour certains élèves qui vont chercher un deuxième BTS ou un deuxième DUT. On peut parfaitement, ça fait partie des choses que l'on peut envisager. Je sais pas moi, je prends un DUT génie biologique, très polyvalent, peu spécialisé, pour lequel il est utile d'aller chercher une spécialisation en 3e année. Et il y a un BTS génétique, qui est une bonne spécialisation pour un DUT génie biologique. Mais c'est une formation de 2 ans aussi. Donc je dépose un dossier de demande d'équivalence de la première année du BTS et je rentre en 2e année. Donc en 3e année d'études, je fais une deuxième année. Et je me retrouve avec un BTS et un DUT. Étonnamment, il y a pas mal d'élèves qui font ces choix-là. Mais pour la quête du bac+3, il faut rentrer dans une 3e année de quelque chose. Alors moi je voudrais juste, avant qu'on se sépare, dire un mot pour ceux d'entre vous qui sortent de Bac Pro. Vous êtes nombreux en BTS désormais, au point d'ailleurs qu'on demande en gros aux autres bacheliers d'aller ailleurs pour vous libérer les places. La politique officielle en France aujourd'hui, c'est d'inciter les bacheliers professionnels à ne pas se contenter de ce diplôme et à faire au moins un parcours en BTS. C'est entériné, vous le savez peut-être, sur APB cette année par le fait qu'il est désormais obligatoire pour les bacheliers pro de demander au moins un vœu en BTS. Et on s'autorise à les y verser automatiquement par rapport à d'autres formations dans lesquelles vous réussissez moins bien. Je pense notamment aux filières universitaires. Lorsque vous allez éventuellement vouloir poursuivre les études, regardez bien quelles sont les modalités de sélection. Les premiers échos qu'on a de la poursuite des études pour les anciens bacheliers professionnels passés par le BTS. Je ne dis pas passer par le DUT parce que malheureusement, en gros, les IUT n'aiment pas trop les bacs pro puisqu'ils en recrutent très très peu. Ils recrutent essentiellement des bacs généraux et technologiques. Tout se passe comme s'il y avait une sorte de spécialisation de ces voies d'études. Le BTS plutôt pour les bacheliers professionnels, le DUT plutôt pour les bacs techno et généraux. Bon, c'est une dérive, mais que l'on constate et qui s'amplifie. Si vous poursuivez les études, alors, sélection sur dossier, les dés sont jetés. Vous allez être jugé sur votre performance sur les 2 ans de BTS. Donc là, vous savez exactement à quoi vous avez affaire. Si vous frappez à la porte d'une filière qui sélectionne sur concours, alors attention, parce qu'il y a des concours qui sont très académiques, très porteurs d'épreuves de l'enseignement général. Or, les bacheliers professionnels candidats à ce genre de concours ont tendance à les rater. Parce que moins porteurs de culture générale que les 2 autres catégories de bacheliers. Sauf cas particulier, bien sûr, il ne faut pas systématiser ce que je dis. Alors que par contre, il y a des formations de 3e année ou de 3e, 4e, 5e année qui offrent des épreuves qui sont beaucoup plus dans vos cordes, avec notamment des épreuves de nature professionnelle que d'autres n'ont pas. Donc il faut que vous appreniez à bien viser, et donc à privilégier les formations dont les modalités de sélection vous sont favorables. Et il y en a.
Oui. Alors, à chaque fois, je me fais piéger, c'est un bras qui se lève, je crois que c'est une question, et en fait, on se gratte la tête. C'est sûr? Oui? Je vous écoute, madame. Oui, je voulais juste préciser par rapport à ce que vous venez de dire. Soit il est vrai qu'il y a très peu de bacs professionnels dans les DUT, mais en fait, c'est tout simplement aussi parce qu'ils ne s'y présentent pas. Donc, si la politique aujourd'hui est d'envoyer les bacs pro vers les BTS et d'envoyer les bacs technologiques vers les DUT, ça c'est vrai, elle existe. Alors, je me permets de me présenter, je suis la directrice de l'IUT d'Angers-Cholet. Nous, on a très peu de candidatures de bacs professionnels, mais ceux qui arrivent chez nous réussissent dans la plus grande majorité. Voilà. Oui, mais on en a très peu qui demandent, donc évidemment, les pourcentages sont faibles. J'entends bien. Tout de même, on a les en moyenne nationale, hein, et j'ai trouvé ces chiffres sur le site de l'association des directeurs d'IUT. Donc vous connaissez bien la source. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, si on n'en a pas, c'est qu'ils ne demandent pas, ils ne candidatent pas. J'entends bien. Le chiffre de départ, celui qui peut être piégeant, c'est, si je me souviens bien, 3,5% de bacheliers pro, 30% de bacheliers techno, et donc près des 2/3 de bacheliers généraux. En BTS, c'est inégalement vrai ce que je vais dire, mais en moyenne, c'est tout à fait différent. On est aujourd'hui à 60% de bacheliers pro, il y a encore un reliquat de 20-25% de bacheliers techno, et il y a de moins en moins de bacheliers généraux. Donc a priori, ça donne l'impression que j'ai donnée moi-même, à savoir qu'il y aurait une politique restrictive à leur égard volontaire au départ. Et ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que c'est un peu court comme explication, puisque la réalité serait, selon vous, et je veux bien le croire, qu'il y a une espèce de retenue en amont des bacheliers pro qui seraient moins nombreux à être candidats pour l'entrée dans les IUT à titre personnel, volontaire. Et du coup, ça tire le chiffre vers le bas. Probable que ce soit un facteur explicatif. Mais je constate, moi, une chose, dont vous n'êtes pas responsable dans les IUT, c'est que le ministère voudrait imposer aux directeurs d'IUT une politique de quotas et que votre association, et je me mets à sa place, je crois que j'aurais fait la même chose, refuse toute idée de politique de quotas. Les proviseurs des lycées qui ont des BTS l'ont refusé aussi au départ, sauf qu'eux, ils sont sous la coupe des recteurs. Et que les corps d'inspection sont mandatés pour aller faire pression sur place pour que cette politique d'ouverture au bac pro se fasse. Le statut des établissements universitaires des IUT les protège de ce genre d'émission. Alors, ça va un peu loin comme facteur explicatif, mais je crois qu'il y a là aussi une source explicative forte. J'ajoute et je termine. Cette explication est plus vraie pour les formations tertiaires que pour les formations industrielles. Il semblerait, alors je ne sais pas si ça se retrouve dans votre IUT, que la part des bacs pro dans les sections de DUT industrielles soit nettement plus forte que dans les DUT tertiaires. C'est globalement vrai, mais pas fortement non plus. Il faut savoir aussi que peut-être la difficulté des bacs pro, c'est que leur spécialité n'est pas toujours directement liée à un DUT qui est proposé. Bien sûr. Donc ça, c'est aussi une explication. Bien sûr. Il y a même des bacs pro qui n'ont pas de débouché en IUT ou en Voilà, BTS. donc c'est aussi ça qui explique, et c'est pas une volonté formelle des IUT de ne pas les accepter. Mais c'est quand même un vrai débat que de savoir, parce qu'en plus, bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais les taux de réussite dans l'enseignement supérieur des bacs pro posent un vrai problème. Oui. Et que par rapport aux quotas, les IUT ont leur propre décision de pourcentage de bacheliers technologiques acceptés, et que, pour citer l'exemple que je connais bien, nous sommes à 40% en moyenne d'accueil de bacheliers technologiques. Oui. Voilà. Alors, si je cherche une synthèse entre nos deux déclarations, je dirais qu'il faut d'abord tout tenter, et puis il faut faire confiance au jury pour savoir si on a des chances ou pas d'être pris. Délégation de responsabilité vers les recruteurs. Mais ça serait quand même bien que les bacheliers pro osent un peu plus les IUT. Y a-t-il une dernière remarque ou question ? Oui, monsieur ? Alors, il est vrai qu'il y a des possibilités, mais tellement rares que je n'ai pas trop évoquées,
8 dans tout le pays, de classes préparatoires accessibles post-BTS DUT. C'est ce qu'on appelle les classes ATS. C'est une autre façon d'entrer dans une grande école. Au-delà du concours parallèle d'accès à Bac+2, il y a possibilité d'entrer dans une année de classe préparatoire post-BTS DUT et de passer les concours d'accès dans les écoles avec un an de préparation spécifique. Sélection sur dossier. Par exemple, pour les gens du tertiaire, il y a une classe de ce type au lycée La Venise Verte à Niort, pour les gens du tertiaire. Je ne sais pas où est la classe préparatoire la plus proche pour le secteur industriel. Comme il y en a 8 en tout dans tout le pays. Il y en a 35 dans le secteur industriel. Et vous la connaissez, la classe préparatoire industrielle de votre région? Nantes, bon, ben voilà. Donc c'est une autre façon d'entrer dans les grandes écoles, mais en faisant une troisième année d'études, premier cycle. ATS. Oui, ATS. Pas d'autres questions? Eh bien, on vous souhaite un bel avenir. Bonne chance à tous.